Éclat d'un fausse, l'actu de France et d'ailleurs. On commence. 13 bases, une nuit, et l'armée la plus puissante de l'histoire humaine n'avait aucune réponse. Pas un délai, pas une défaillance technique, pas un quasi-incident qu'on nettoie au briefing du matin. 13 installations militaires des États-Unis à travers le Moyen-Orient ont été frappées dans une seule opération coordonnée et les hommes assis dans les salles les plus sécurisées de Washington ne projetaient pas la force. Ils étaient alarmés. Manifestement, même la mise en scène habituelle de la certitude n'a pas pu devancer une frappe coordonnée. Ce mot compte. Ce n'était pas la panique, mais ce n'était pas la confiance non plus. Et la différence entre ces deux choses, c'est exactement le sujet de cette vidéo, parce que voici ce que la couverture médiatique dominante ne vous dira pas. Ce n'était pas une surprise, pas pour les analystes qui, depuis des années, regardent l'Iran construire, s'adapter et attendre. Pas pour les stratèges qui ont averti à répétition que les bases avancées américaines dans la région étaient devenues prévisibles, cartographiées et vulnérables. La surprise, ce n'est pas que cela soit arrivé. La surprise, c'est que tant de gens puissants aient passé autant de temps à se convaincre que cela ne pouvait pas arriver. Ce qui suit n'est pas un résumé des manchettes que vous avez déjà vues. Ce qui suit est une explication de ce que ce moment signifie réellement, de la raison pour laquelle cela se produit maintenant et de ce à quoi les prochains mouvements risquent de ressembler. Non pas selon les points de presse, non pas selon le théâtre politique, mais selon la logique sous-jacente du pouvoir, de la géographie et de la réalité militaire que les gouvernements dépensent une énergie énorme à essayer de garder hors de votre champ de vision. Parce que dans certains coins de Washington, un briefing plus bruyant passe encore pour un substitut à une stratégie plus solide, 13 bases. Laissez ce chiffre s'installer un instant avant qu'on avance. Pas une, pas deux, dans un seul échange localisé. 13 à travers plusieurs pays, dans une seule fenêtre opérationnelle. L'ampleur de cela, à elle seule, vous dit quelque chose de fondamental. Ce n'était pas une riposte dans le feu du moment. Ce n'était pas un geste désespéré d'un acteur acculé. C'était le résultat d'un cycle de planification qui a duré des mois, possiblement des années. Cela exigeait du renseignement sur l'emplacement des bases, les capacités défensives, les angles morts dans la couverture radar, les fenêtres de frappe optimales et le genre de sécurité opérationnelle qui empêche un plan d'une telle complexité de fuiter avant son exécution. L'Iran n'est pas tombé là, dedans par hasard. L'Iran s'y est préparé et les missiles ont trouvé leur cible. Cette dernière phrase est celle qui change tout. Parce que toute l'architecture de la dissuasion américaine au Moyen-Orient repose sur une seule hypothèse fondamentale, à savoir que le coût d'une attaque contre les États-Unis est si élevé, si certain et si écrasant que des acteurs rationnels ne tenteront pas leur chance. Les bases ne sont pas seulement des infrastructures physiques, elles sont l'incarnation physique de cette hypothèse. Elles disent sans mots, nous sommes ici, nous sommes capables, et quiconque nous touche le regrettera. Quand 13 d'entre elles sont frappées en une seule nuit, cette hypothèse n'est pas simplement mise à l'épreuve, elle se fissure. Et les fissures dans les hypothèses fondamentales ne restent pas petites. Au sein de l'administration Trump, les heures qui ont suivi les frappes ont produit un type de pression particulier qu'il est presque impossible d'expliquer à quiconque n'a jamais été dans une salle de crise gouvernementale. D'un côté se trouve la réalité politique. Un président ne peut pas absorber une attaque militaire directe contre des forces américaines sans répondre. Le public intérieur l'exige. Les alliés l'attendent. Les adversaires observent précisément le genre d'hésitation qui leur dirait que l'architecture de dissuasion est plus faible qu'elle n'en avait l'air. De l'autre côté se trouve la réalité militaire. 13 bases compromises, ce n'est pas un problème qu'on règle avec un communiqué de presse et une frappe aérienne ciblée contre une installation radar. Cela exige une véritable réévaluation de la posture, de la vulnérabilité et de ce à quoi ressemble réellement l'escalade à partir d'ici quand l'autre camp a déjà démontré qu'il peut vous atteindre. Cet écart entre le besoin politique de paraître fort et le besoin militaire de réfléchir avec prudence est l'espace le plus dangereux dans les relations internationales. C'est là que naissent les erreurs de calcul. C'est là que des dirigeants autorisent des actions, non pas parce qu'elles sont stratégiquement solides, mais parce qu'elles sont politiquement nécessaires. Et quand la politique commence à sonner comme de la marchandise électorale, cet écart devient encore plus dangereux. Et c'est là que des conflits qui commencent par une seule frappe deviennent des guerres que personne ne voulait au départ et que personne ne peut terminer proprement. Le colonel Douglas MacGregor défend cet argument depuis des années, dans des termes assez directs pour mettre des salles entières mal à l'aise. Il a dit clairement que les États-Unis ont développé l'habitude structurelle de confondre la mise en scène de la force avec sa possession réelle, que l'écart entre ce que Washington dit et ce que Washington peut réellement faire s'est élargi depuis longtemps, et que les adversaires ont mesuré cet écart avec une précision considérable.
La frappe iranienne sur 13 bases n'était pas un test de cet écart, c'était une démonstration que la mesure avait déjà été effectuée. L'image de marque restait excellente. Les calculs stratégiques, eux, se montraient moins coopératifs. Pour comprendre pourquoi l'Iran a agi au moment où il l'a fait, je dois regarder le contexte entourant la frappe, pas seulement la frappe elle-même. Les États-Unis, à ce moment précis de l'histoire, n'entraient pas dans cette confrontation à partir d'une position de force calme et consolidée. Ils géraient une guerre en Ukraine qui avait englouti un capital politique énorme et n'avait produit aucune issue décisive. Ils naviguaient au sein d'une alliance de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN fracturée, dans laquelle les anciennes hypothèses d'une réponse occidentale unifiée étaient visiblement soumises à rude épreuve sous la pression économique et des intérêts nationaux divergents. Ils faisaient face à une économie intérieure où la réalité financière des Américains ordinaires était nettement plus sévère que les chiffres présentés dans les briefings économiques officiels. Et ils opéraient dans un environnement mondial où un nombre croissant d'acteurs étatiques, grands et petits, exploraient ouvertement des solutions de rechange au système financier libellé en dollars qui soutient l'influence mondiale américaine depuis 1945. L'Iran a regardé ce tableau et a fait un calcul, non pas que l'Amérique était faible dans un sens absolu, mais que l'Amérique était occupée, que son attention, ses ressources et sa bande passante politique étaient étirées sur trop de points de pression en même temps pour répondre à une nouvelle crise avec toute la force concentrée qu'exige la dissuasion. Il s'avère que la dissuasion est plus difficile à maintenir quand chaque crise est racontée comme la première minute d'un discours de rassemblement. Le timing en géopolitique n'est jamais accidentel à ce niveau. L'Iran a choisi cette fenêtre parce que cette fenêtre existait et le simple fait qu'elle existait dit quelque chose d'important sur la trajectoire du positionnement stratégique américain au cours de la dernière décennie. La réponse régionale aux frappes a été immédiate, même quand elle paraissait silencieuse. Les mouvements les plus importants au Moyen-Orient sont rarement annoncés. Ils se produisent dans les conversations qui suivent une crise, dans le repositionnement des forces, dans le recalibrage discret de relations auparavant considérées comme établies. Chaque capitale de la région, de Riyad à Ankara jusqu'à Tel Aviv, observait une seule variable. Non pas ce que Washington disait, non pas la rapidité avec laquelle il le disait, non pas quelle action était annoncée, mais quelles actions étaient visiblement retardées. Parce que dans une région où la perception du pouvoir et la réalité du pouvoir sont presque inséparables, un moment d'hésitation visible ne disparaît pas. Il est enregistré, il est intégré dans la prochaine décision. Il change le calcul de chaque acteur qui décide en ce moment à quel point il doit rester proche de Washington et quelle distance il pourrait être utile de créer discrètement. Pour l'Iran, la frappe a accompli quelque chose qu'aucune déclaration diplomatique, qu'aucune année de pression économique et qu'aucun cycle de sanctions n'avait réussi à accomplir. Elle a imposé une pause, et les pauses deviennent particulièrement embarrassantes après des mois de discours livrés, comme si l'histoire devait obéir à un pupitre. Et en termes géopolitiques, une pause imposée n'est pas une petite chose. Une pause signifie que les hypothèses qui gouvernaient la stratégie d'hier doivent être interrogées avant d'être appliquées à demain. Cela signifie que chaque allié qui observe doit maintenant intégrer une nouvelle variable, à savoir que l'infrastructure militaire américaine dans la région n'est pas le point d'ancrage fixe et immuable qu'on croyait. Et cela signifie que chaque adversaire qui observe a mis à jour son propre calcul du risque d'une façon qui façonnera son comportement pendant des années, peu importe ce qui arrivera ensuite entre Washington et Téhéran. La dimension économique de ce moment n'est pas secondaire. Le Moyen-Orient se trouve à l'intersection des corridors énergétiques et des goulets d'étranglement maritimes les plus critiques du monde. Le détroit d'Ormuz, à lui seul, transporte environ 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole un jour donné. Quand la stabilité militaire dans cette région est visiblement perturbée, les conséquences ne restent pas dans la région. Elles traversent les chaînes d'approvisionnement, les marchés de l'énergie et les calculs de risque de chaque grande économie qui dépend du flux ininterrompu de marchandises passant par ces corridors. Pour une économie mondiale qui fonctionnait déjà sous une pression inflationniste importante, qui gérait déjà les répliques de la fragilité des chaînes d'approvisionnement d'après-pandémie et qui naviguait déjà dans l'incertitude créée par le conflit en Ukraine, il ne s'agissait pas d'un événement militaire isolé. C'était une autre pression porteuse appliquée à une structure dont les analystes avertissaient depuis des années qu'elle portait plus de poids qu'elle ne pouvait en supporter sans danger. Et puis, il y a la dimension des acteurs par procuration qui pourrait, au final, être plus lourde de conséquences que la frappe directe elle-même. L'Iran n'agit pas comme un acteur unique et isolé sur un champ de bataille bilatéral limpide.
Il agit à travers un réseau de relations, d'alliances et de groupes armés, construits avec soin et entretenus en permanence, répartis au Liban, en Syrie, en Irak, au Yémen et au-delà. Chacune de ces relations n'a pas nécessairement été activée dans un conflit direct par les frappes, mais chacune a été portée à un état de préparation accrue, attentive, positionnée, en attente du signal qui lui dirait si ce moment marquait l'ouverture d'une campagne plus vaste ou une seule démonstration spectaculaire. La différence entre ces deux possibilités dépend entièrement de la façon dont Washington répond, et la réponse de Washington n'était, selon plusieurs sources, pas encore arrêtée. C'est l'architecture de la guerre moderne, par procuration à son niveau le plus sophistiqué. Il n'est pas nécessaire de gagner un échange militaire direct pour remodeler un environnement stratégique. Il faut créer assez d'incertitudes, assez de menaces distribuées, assez de pressions simultanées sur assez de fronts différents pour que votre adversaire ne puisse pas concentrer sa réponse sans laisser autre chose exposer. L'Iran a passé des années à construire précisément cette architecture. La frappe sur 13 bases n'était pas le déploiement complet de cette architecture. C'était l'annonce que cette architecture existe et qu'elle est opérationnelle. Voilà le problème quand on traite chaque signal d'alerte comme un sondage hostile. Tôt ou tard, le champ de bataille exige d'être compté avec exactitude. L'argument plus large de MacGregor, celui qui sous-tend l'ensemble de ses commentaires spécifiques sur des événements particuliers, concerne la relation entre la surextension impériale et l'honnêteté stratégique. Il a dit avec constance que la question fondamentale à laquelle Washington refuse de répondre honnêtement est d'une simplicité trompeuse. Quels sont les véritables intérêts nationaux de l'Amérique? Pas ses intérêts déclarés, pas ses intérêts politiquement commodes, pas les intérêts qui justifient la prochaine loi de crédit ou le prochain déploiement avancé, mais les intérêts fondamentaux réels qui touchent directement la vie des gens que le gouvernement est censé servir. Cette question a été reportée, détournée et ensevelie sous des couches d'abstraction stratégique pendant si longtemps que la classe politique a largement perdu la capacité même de la formuler clairement. Et la conséquence de cet échec, c'est une politique étrangère à la fois surengagée et peu performante et tirée à travers des obligations qu'elle ne peut pas honorer pleinement, alors que les fondations intérieures qui rendent toute politique étrangère soutenable continuent de s'éroder. La frappe contre 13 bases américaines n'a pas créé ce problème, mais elle l'a rendu visible d'une manière qu'il est très difficile de gérer avec les outils habituels du contrôle du récit. Le contrôle du récit, après tout, a ses limites. Une fois que les preuves arrivent plus vite que la salle de communication ne peut programmer une nouvelle prestation. Ce qui vient ensuite est réellement incertain, et quiconque vous dit le contraire vous vend un niveau de confiance que la situation ne permet pas. La trajectoire immédiate la plus probable implique une réponse militaire américaine calibrée, assez ciblée pour satisfaire la demande politique intérieure d'une force visible, assez limitée pour éviter de déclencher le type d'escalade régionale à grande échelle que personne à Washington ne veut réellement gérer en ce moment. L'Iran absorbera cette réponse et signalera probablement, par l'entremise de son réseau d'acteurs, par procuration plutôt que par une action directe, qu'il considère l'échange comme inachevé. La région observera ce signal. Les marchés mondiaux de l'énergie intégreront l'instabilité persistante dans leurs prix. Et la dynamique sous-jacente, celle qui a produit cette crise au départ, demeurera exactement aussi irrésolue qu'elle l'était avant que le premier missile quitte son lanceur. Ce que ce moment représente, au niveau qui compte réellement, ce n'est pas un événement militaire. C'est un point d'inflexion stratégique. Le genre de moment que les historiens identifient plus tard comme le point où un ensemble d'hypothèses sur le fonctionnement du monde a été visiblement remplacé par un autre. L'ordre mondial construit après 1945, centré sur la primauté militaire américaine, la domination économique américaine et un ensemble d'institutions internationales conçues pour perpétuer les deux, est sous pression depuis des années. Cette pression s'est manifestée en Ukraine, dans la fragmentation du consensus occidental sur la Russie, dans l'émergence de solutions de rechange à la dépendance au dollar et dans la confiance croissante de puissances régionales prêtes à agir hors des limites que la dissuasion américaine était censée imposer. La frappe sur 13 bases est l'expression unique, la plus frappante de cette pression que nous ayons encore vue. Cela ne signifie pas que l'ère américaine est terminée. Cela ne signifie pas que l'Iran gagne quoi que ce soit de ce qui vient ensuite. Cela signifie que la transition n'est plus théorique. Elle est en cours et elle se produit plus vite que les institutions et les hypothèses construites pour gérer l'ordre précédent ne sont capables de s'adapter. La question n'est pas de savoir si Washington répondra. Il répondra. La question est de savoir si la réponse sera façonnée par un véritable examen stratégique de ce que ce moment révèle, ou si elle sera façonnée, comme tant d'Américains l'ont été avant elle, par le besoin de gérer le récit plutôt que la réalité. Et si ce choix est fait de l'ancienne façon familière, attendez-vous à une nouvelle saison de slogans assurés, essayant de distancer des faits tenaces.
L'histoire ne note pas les récits, elle note les résultats. Et les résultats des prochains mois au Moyen-Orient seront déterminés non pas par ce qui sera dit dans les points de presse, mais par le fait de savoir si les gens qui prennent des décisions dans les salles les plus conséquentes du monde sont enfin prêts à regarder honnêtement l'écart entre ce qu'ils croyaient et ce que la preuve brûlante de 13 bases frappées les force maintenant à voir. Merci de nous avoir suivis. Pour ne rien manquer de l'actualité, abonnez-vous au Éclat d'Infos et activez la cloche. À très vite pour un prochain décryptage.